Aujourd'hui, si je suis sur scène, ce n'est pas pour représenter ni mon entreprise, ni un projet qu'on aurait pu y faire, mais plutôt pour relever le challenge, d'essayer de représenter une partie d'entre vous, j'espère. Et peut-être que dans la salle, comme moi, il y en a pas mal d'entre vous qui ont été abonnés à des magazines scientifiques comme Science et Vie Junior ou autres dès leur plus jeune âge, ou qui sont passionnés d'astronomie, d'astrophysique, de physique, d'informatique, ça je l'imagine bien. Et certainement dans votre vie, vous avez été troublé à des moments par des annonces, comme l'arrivée des voitures autonomes enfin sur les routes, ou typiquement le Fermi paradoxe et le fait qu'on est statistiquement a priori pas seul dans l'univers, l'échelle de Kardashev et les civilisations de type 1, 2, 3, le fait qu'on sera capable de maîtriser toute l'énergie de notre planète, voire du système solaire, voire de la galaxie, ou peut-être un peu plus proche de nous, la singularité, l'intelligence artificielle. Donc moi j'étais vraiment passionné par tous ces sujets. Et puis un beau jour, j'ai pris un gros pavé dans la tête. Et ce pavé, c'est un livre pourtant très bien écrit et très digeste, écrit par Philippe Biwix ici. C'est L'âge des low-tech. Et après ce bouquin, je me suis retrouvé avec vraiment deux visions du futur dans ma tête qui étaient diamétralement opposées. Et j'ai pas envie de dire laquelle je préférais ou laquelle serait la plus probable. Ce qui est fou, c'est qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et je me dis que vraiment, notre civilisation est à la croisée des chemins, et il y en a un qui va plein nord et l'autre qui va plein sud. Et j'arrive pas à voir ça dans ma tête. Je me dis, est-ce qu'on va mettre nos cerveaux dans le cloud, ou est-ce que le prochain président sera KTA GPT, ou de l'autre côté, est-ce qu'on va devoir réinventer des machines et, comme John Muir il y a bien longtemps, faire des horloges à base de matériaux renouvelables comme le bois? En fait, j'en sais rien. Mais donc du coup, le but du jeu, si on est à Devox, c'est vraiment pour essayer de suivre tous ces projets technologiques fulgurants qui arrivent et qui nous passionnent. Et puis toi, Philippe, tu viens nous parler de l'âge des low-tech. Pourquoi ? Ouais, c'est un peu bizarre, alors je m'excuse par avance, mais en fait, moi, je ne suis pas technophobe, je ne suis pas un ingénieur défroqué. En fait, moi, j'ai aussi fait des études on peut dire scientifiques, et j'ai eu les mêmes lectures de jeunesse que toi, un peu décalées. Mais effectivement, je suis tombé dans la table de Mendeleïev, donc vous voyez ce que c'est, tous ces éléments métalliques dont on se sert et qui sont à la base de notre civilisation. En fait, voilà, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous entoure, eh bien, on le fait à partir d'un stock immense, très important, qui a été concentré par Gaïa, la planète vivante. Alors vivante d'abord au sens du volcanisme, de la formation des montagnes, de la tectonique des plaques, qui a concentré comme ça des métaux à certains endroits. Parfois, c'est l'action des bactéries qui a concentré les choses. Parfois, c'est l'érosion sur des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années. Et en fait, maintenant, on a ce stock à disposition. On va le chercher à des endroits qui sont plus concentrés que d'autres, qu'on appelle des mines, du coup. Et puis, on va extraire toute une série de choses qu'on va ensuite incorporer dans tous nos outils. Et en fait, bon, le problème par rapport à la promesse finalement de l'abondance, de la civilisation, on va faire que des énergies renouvelables, on va faire de l'hydrogène, on va avoir effectivement des robots esclaves, des voitures autonomes, et puis ChatGPT qui fera les devoirs de troisième à notre place. Bon, et en fait, le problème de ça, c'est que effectivement, il faut extraire de plus en plus de ressources. En fait, la numérisation du monde, la technologisation du monde, l'enrichissement technologique de tout ce qui nous entoure, les objets connectés, etc. Le fait de passer aux énergies renouvelables aussi, le fait de passer aux voitures électriques qui réclament, vous savez, de plus en plus de métaux un peu bizarres dans les batteries, eh bien, ça va nous faire extraire de plus en plus de ressources à un rythme accéléré, à un rythme de croissance. Dans les 20 à 30 prochaines années, à cause finalement de la logique de l'exponentielle, des croissances exponentielles, eh bien, on va extraire de la croûte terrestre plus pour chacun des métaux que pendant toute l'histoire de l'humanité. D'accord ? Depuis qu'on est rentré dans l'âge du cuivre d'abord, et puis du bronze, il y a à peu près, on va dire, 6000 ans, enfin, ça dépend un peu des endroits. Alors on peut se dire, c'est pas très grave, on va extraire tout ça, mais l'avantage des métaux, vous voyez, par rapport au plastique, c'est qu'on peut les recycler. On peut les recycler à l'infini. Un câble de cuivre, eh bien, effectivement, on peut refaire un câble de cuivre. Mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Notre monde ne marche pas du tout comme ça. Dans un téléphone, par exemple, il y a 2 à 3 euros de matière première, seulement.
Alors le reste, c'est pas juste de la marge, hein. Il y a beaucoup des gens qui développent des trucs et tout ça, il y a des usines et tout, hein. 2 à 3 euros de matière première pour 40 métaux qui sont dedans, parfois en quantité quelques milligrammes, voire moins. Eh bien, avec 2 ou 3 euros, vous n'avez pas le temps de mettre quelqu'un avec un petit tournevis et une pince à épiler pour bien tout enlever. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va séparer la batterie, la carte électronique, l'écran, et on va broyer tout ça. Et on va faire de la pyrométallurgie, de l'hydrométallurgie, je vous passe le détail. Et à la fin, on va récupérer seulement une petite partie des métaux et seulement les plus précieux, souvent l'or, le platine, des choses comme ça. Et tout le reste va partir finalement en déchets industriels. Donc en fait, on est dans un monde, alors il y a plein d'autres choses en fait, hein. Il y a des usages dispersifs, tout ce qui fait les couleurs autour de nous, dans les peintures, les moquettes, les vêtements, etc. Ce sont des métaux qu'on ne va pas savoir recycler. Et donc en fait, on est dans une espèce de gigantesque machine anthropique où on extrait de plus en plus vite des choses qui sont du stock et qui va être de moins en moins disponibles dans le futur. Mais pourquoi pas aller chercher dans les astéroïdes? J'ai entendu que c'était une source inépuisable de matériaux. Alors les astéroïdes, bon d'abord c'est un peu loin, on va d'abord aller à des endroits beaucoup plus près malheureusement, hein. On va aller d'abord peut-être dans les océans, hein. Vous avez peut-être entendu parler qu'on va peut-être avoir des nodules polymétalliques, des encroûtements cobaltifères, des sulfures hydrothermaux, plein de trucs bizarres qui sont à quelques milliers de mètres de profondeur. Très mauvaise nouvelle d'ailleurs pour les dauphins, les baleines et tout ça, hein, parce que c'est l'acoustique, vous savez, le bruit qui serait généré par ces mines. C'est un peu comme si quelqu'un s'installait dans votre appartement avec un marteau-piqueur 24 heures sur 24. Ça va pas être cool. Donc si on avait mis des slides, on aurait pu mettre un dauphin qui essayait de se boucher les oreilles, mais il n'y arrive pas, il a une nageoire trop courte. Et non mais bon voilà, donc ça va être très dur pour eux. On peut aller dans l'Antarctique aussi. L'Antarctique, c'est protégé jusqu'en 2048, mais après, qui sait, qu'est-ce qui va se passer, on n'en sait rien. L'Antarctique, à une époque, ça a été Gondwana, c'était accroché à l'Australie, c'était accroché à l'Amérique du Sud. Il y a plein de trucs en Amérique du Sud, il y a plein de trucs en Australie. Donc, il y a plein de trucs sous quelques kilomètres de glace en Antarctique. Donc, on va d'abord aller à ces endroits-là. Mais même si on allait dans les astéroïdes, il y a un moment où la croissance, ça ne marche plus. 2% de croissance par an d'augmentation d'énergie. Ça veut dire que dans 1500 ans, il nous faudra, 1500 ans seulement, c'est pas très loin, il nous faudra l'énergie de l'étoile solaire. De l'étoile solaire. Donc c'est la civilisation de type 2. On est déjà, voilà, 1500 ans. Et 3000 ans, c'est l'énergie de la galaxie. C'est-à-dire qu'il faudra être capable de conquérir la galaxie, faire des sphères de Dyson. Je suis sûr que vous connaissez tout ça, les trucs qu'on met autour des étoiles dans les livres de science-fiction pour récupérer toute l'énergie. Et on va devoir faire ça plus vite que la vitesse de la lumière, puisque évidemment la galaxie fait plus que 1500 années-lumière. Donc voilà, donc ça va être très compliqué. Et pour les astéroïdes, c'est pareil en fait. Si on continue avec les taux de croissance sur le cuivre, sur le cobalt, sur le nickel, tout ce qu'on veut, il y a beau avoir une ceinture d'astéroïdes et tout, en quelques siècles, on sèche de toute manière l'intégralité des ressources du système solaire. Donc ça ne va pas fonctionner. Wow. Et si on redescend un peu plus proche de nous, c'est quoi l'impact des développeurs de notre industrie? Alors, bon, le système digital, c'est assez difficile. En fait, on peut partir que sur des estimations en fait, de l'impact environnemental du système digital. Alors, il y a la partie énergétique d'abord, qui est la plus simple, la plus visible. C'est à la fois l'énergie que consomment les terminaux, à la fois pour la fabrication et l'utilisation, l'énergie des réseaux d'accès radio, des routeurs, etc., des câbles transocéaniques, etc. Et puis, on a l'énergie des centres de données, des data centers, sur lesquels on se concentre en général. Tout ça, c'est des estimations, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir si vous avez rechargé votre téléphone hier soir ou demain. Et puis, en plus, même, il y a des questions de la consommation électrique, par exemple. Eh bien, vous savez qu'ensuite, ça va devenir de la chaleur, hein. Votre téléphone, il va chauffer quelque part, ou votre ordinateur, il va chauffer. Ceux qui font du gaming, je pense, le savent bien, hein. Et donc, est-ce que vous êtes en train de, finalement, dans votre appartement, avec un chauffage régulé, et votre ordinateur va chauffer l'appartement? Donc finalement, est-ce qu'il faut mettre l'électricité sur le coût du chauffage ou sur le coût du digital? Et puis à l'inverse, si vous êtes dans une voiture de TGV au mois d'août, avec tout le monde qui est sur la 4G ou le Wi-Fi en train de regarder des vidéos, et qu'il faut en plus climatiser pour compenser finalement la chaleur de vos ordinateurs, est-ce que la climatisation du TGV, il ne faudrait pas la mettre sur le digital plutôt que sur le TGV? Voilà. Donc ces questions se posent là. Mais on va dire en gros, grosso modo, aujourd'hui, c'est à peu près 10% de l'électricité mondiale, le digital, quand on ajoute tout. Ça veut dire que les émissions de CO2 digital, c'est plus que le transport aérien, de l'ordre d'1 milliard de tonnes. Et ça croît plus vite que le transport aérien ne croissait avant 2019. Donc c'est massif. Et puis on a toute la partie de l'extraction des ressources, dont je vous parlais tout à l'heure, qui finissent en déchets électroniques, souvent pas très bien gérés, hein. Quand ça part dans la poignée d'usines mondiales qui savent les gérer, c'est pas mal.
C'est ce que je décrivais tout à l'heure. On arrive, voilà, on récupère pas tout, mais par contre, on va gérer les déchets. Mais la plupart partent dans des pays un peu, on va dire, avec des normes environnementales et sociales plus basses, l'Afrique de l'Ouest, Ghana, Nigeria, Pakistan, Chine, etc., où ça, c'est pas très très jojo. Vous pourrez aller voir sur Internet. Et dans toutes les entreprises, enfin, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de startups, j'entends beaucoup parler de Green IT en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est super, hein, le Green IT, moi j'adore, hein, comme tout le monde. Hein, donc c'est voilà. Sauf que les progrès sont phénoménaux. Parce que c'est aussi intéressant d'un point de vue économique potentiellement. Donc, par exemple, les data centers, bon, bah, aujourd'hui, le PUE, hein, le Power Usage Effectiveness, donc le rapport entre les kilowattheures qu'on injecte dans les serveurs et les kilowattheures qu'on injectait pour refroidir le data center et maintenir une certaine température de fonctionnement. Aujourd'hui, on a des trucs avec les hyperscales, on atteint peut-être 1,05, voire moins, alors qu'on était peut-être à 2. Hein, donc, il y avait 1 kWh pour refroidir et 1 kWh dans le serveur il y a peut-être 15 ans. On a amélioré les architectures, on refroidit le truc non plus à l'air mais à l'eau. Les ordinateurs consomment beaucoup moins. Les réseaux, c'est incroyable. Réseau 5G par octet transporté, c'est incroyablement efficace. C'est peut-être 100 fois plus efficace, 1000 fois plus efficace que la 4G. Donc c'est vraiment génial. Le progrès est super. Sauf que tout ça est balayé littéralement par l'effet rebond. L'effet rebond, c'est le fait que chaque geste unitaire est plus efficace, consomme moins de ressources, consomme moins d'énergie. Comme les machines à vapeur au 19e siècle consommaient de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail mécanique, ben aujourd'hui, on a la même chose. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, c'est moins cher. Si c'est moins cher, on va en consommer plus. Donc chaque geste unitaire consomme moins, par contre on va en consommer de plus en plus. Et c'est ce qui se passe avec les données. On produit de plus en plus de données, on produit, on transporte, on stocke de plus en plus de données. Aujourd'hui on doit être, alors je ne sais pas trop, quelques dizaines de zeta-octets, je crois, 10 puissance 21, donc ça fait quelques milliers de gigaoctets par habitant de la Terre. Et tout ça, ça continue, ça augmente très très vite. Et donc globalement, si les data centers consomment moins par octet stocké, transporté, calculé, il y a quand même de plus en plus de data centers qu'on continue à installer et la facture environnementale globale augmente. Donc même si on arrive à s'améliorer, à faire de mieux en mieux, l'effet rebond est toujours là. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Tu m'as zappé une question là, non? Alors c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que peut-être, alors c'est là qu'il y a la question des low-tech. Alors low-tech, c'est pas le retour à l'âge de pierre, c'est pas le retour je sais pas quoi, à la bougie, à l'âge des cavernes, on lit plein de trucs. C'est l'idée de se dire que est-ce qu'on arrive à avoir une démarche d'innovation qui soit technique, technologique, mais peut-être aussi d'innovation sociale, d'innovation organisationnelle, d'innovation culturelle. Quand il fait froid, quand on chauffe plus qu'à 19 degrés, qu'on ne se plaint pas, c'est quelque part une innovation culturelle. Hein. Et voilà, on ne l'aurait pas imaginé peut-être il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut mettre tout ça au service effectivement de la réduction réelle de l'impact environnemental de nos vies? Alors moi je vois 3 choses. La première, c'est la sobriété. D'abord, on réduit à la source. De quoi on a vraiment besoin? Alors c'est pas forcément la sobriété juste là comme il fait froid et tout, on se caille, parce que ça c'est un peu la sobriété austérité. Elle est efficace, mais c'est pas que ça. C'est une sobriété bien plus systémique, bien plus profonde. Qu'est-ce qu'on peut avoir par exemple? Les voitures. Des voitures qui font 2 tonnes et qui vont avoir 1000 km d'autonomie demain. La quantité de batterie, c'est 10 ou 15 fois plus que ce qu'on aurait dans une voiturette de 700 kg qui aurait 250 km d'autonomie, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut faire des voitures plus petites? Parce que là aussi, il y a effet rebond. Les motorisations sont de plus en plus efficaces, mais elles consomment toujours autant, les voitures, parce qu'elles sont plus lourdes, plus puissantes, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir un seul réseau d'accès 5G ou 4G? Plutôt 5G. Moi, j'habite chez moi, j'ai pas 4 tuyaux d'eau, 4 câbles électriques, 4 tuyaux de gaz qui rentrent chez moi. Il n'y en a qu'un seul, c'est un réseau, il est mutualisé. On organise la concurrence autour d'autres choses. On pourrait avoir un unique réseau d'accès ou d'avoir 4 réseaux 2G, 3G, 4G, 5G. Voilà, donc ça, c'est des choses. Alors, c'est finalement compliqué à faire, mais ça permettrait de réduire sans aucun impact sur finalement notre vie, de réduire la facture électrique des réseaux d'accès par 2. Voilà, on peut imaginer plein de choses comme ça. Le retour de la consigne, nettoyer les bouteilles au lieu de les casser, au lieu de les jeter. Voilà, il y a plein de choses à faire. La deuxième étape, c'est de se dire qu'on doit entrer dans un âge de la maintenance. En fait, on a un stock disponible incroyable
Et ce stock, il faut le faire durer. On n'est pas plus heureux parce qu'on change d'aspirateur tous les 5 ans, parce qu'on ne peut pas le faire réparer. Enfin, peut-être ça vous rend plus heureux, je ne sais pas, parce que vous êtes passé au robot au robot aspirateur et qu'en plus vous avez codé, je ne sais pas. Mais moi, ça ne me rend pas plus heureux en tout cas. Alors après, j'ai évidemment pris un aspirateur, je n'ai pas pris un téléphone. Si j'avais pris un téléphone, peut-être ça vous rend plus heureux de le changer tous les 2 ans quand même, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une fois qu'on a construit quelque chose, on a extrait du stock, on a pris des choses qui avaient été concentrées par la planète et ça va finir en déchets. Et donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce truc dure le plus longtemps possible. Et c'est vrai pour des bâtiments. Il n'y a pas que les objets qui sont victimes d'obsolescence. Il y a aussi l'obsolescence des lieux, l'obsolescence des centres commerciaux, l'obsolescence des bureaux, on refait des choses, etc. Comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Et voilà, rentrer dans un monde de la réparation, de la modularité, de la réparabilité des pièces détachées, et qu'on ne soit plus à faire des échanges standards de grandes cartes électroniques parce que ça prend moins de temps finalement d'aller la commander sur Alibaba, etc. Et puis le dernier point, c'est faire preuve de techno-discernement. La technologie, ça peut être très utile. On a vu un exemple tout à l'heure, pourquoi pas dans le médical. Ok, super, hein, moi j'adore mon dentiste. J'adore quand je vais à l'hôpital me faire opérer de l'œil. Je préfère avoir un truc avec un petit robot qui aide. Je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, il y a plein d'endroits où la technologie ne sert à rien, objectivement. Sauf peut-être à nous occuper, tous, hein, dans la logique de l'innovation, etc. Mais, par exemple, je ne sais pas, l'école numérique, la numérisation de l'école, mais je n'ai pas encore compris à quoi ça servait. On n'apprend pas mieux à lire ou à écrire des enfants avec des tablettes ou avec des ordinateurs. Donc, réfléchir à cette question-là. Il y a d'autres... la question de jusqu'où on remplace les êtres humains par des machines ou par des objets qui, eux, vont être consommateurs, finalement, de manière inéluctable de ressources. Voilà. C'est vrai que ce matin, au petit déjeuner de l'hôtel, il y avait un robot comme ça qui se baladait et qui était là pour ramasser des tasses. Ça ne servait absolument à rien, mais c'était rigolo. Très bien. Et du coup, ce qui est très intéressant dans ton bouquin, après, c'est OK, mais comment on le met en place? Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment ce côté de... En fait, c'est très compliqué de nous changer tous nos habitudes, etc. Comment rentrer dans les foyers de tout le monde et arriver à changer les habitudes? Il y en a pas mal qui abandonnent tellement la tâche paraît grande. Et en fait, dans ton livre, j'ai lu quelque chose où vraiment, en fait, c'est que quelques multinationales qui mettent tous ces produits-là dans nos magasins et que de toute façon, le consommateur s'adapte à ce qu'il trouve dans les rayons. Donc en fait, il suffirait d'avoir cet effet de levier, de s'attaquer à ces quelques multinationales, leur interdire en tout cas de faire preuve de technodiscernement, et déjà, on pourrait changer les habitudes de tout le monde. Est-ce que tu as d'autres moyens? Oui, alors en fait, ça rejoint la question de dire finalement comment on change ça, comment on transforme ça, parce qu'évidemment tout ça vient toucher des modèles économiques profonds. Est-ce que c'est la décroissance? Est-ce que c'est la décroissance technique? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de garder les IRM dans les hôpitaux sans avoir des centaines de millions de smartphones vomis chaque année? À quel prix on sortirait les composants électroniques, par exemple? Parce que tout ça c'est mutualisé par rapport à des grands volumes, des grandes usines, etc. Donc moi je ne crois pas effectivement à la solution par l'éco-consommateur formidable qui, par ses gestes, ferait que ça développerait tel ou tel produit plus durable que d'autres. Évidemment, ça peut être intéressant, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour transformer. Et il y a beaucoup de légendes dans le monde économique. Une des premières légendes qu'on a vues tout à l'heure, c'était le fait qu'on allait pouvoir faire de la croissance économique à l'infini, enfin voilà, pour des siècles et des siècles. En fait, ça ne marche pas. Mais on en a une autre qui est effectivement que le client est roi, quelque part. C'est par le client qu'on tire finalement l'économie. En fait, non. Ça a été montré au début des années 60 par quelqu'un qui s'appelle John Kenneth Galbraith, qui était un économiste célèbre aux États-Unis. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Nouvel État industriel, qui n'a pas pris une ride et qui en fait raconte que non, en fait, les enjeux financiers sont tels pour développer, je sais pas, un nouveau modèle de voiture ou pour, je sais pas, ou un ordinateur aujourd'hui, bien qu'en fait, vous ne pouvez pas vous permettre que ça ne se vende pas. Donc en fait, on vit dans une économie poussée en réalité par les entreprises qui ont besoin, qui vont se débrouiller pour finalement faire le marketing qui va bien, etc. et vous obliger quelque part à acheter. Et donc finalement, c'est effectivement plutôt, me semble-t-il, par ce côté de l'offre, quelque part, que par le côté de la demande qu'il faut transformer les choses. Alors comment on peut faire? En fait, si ce n'est pas le citoyen, si ce n'est pas les entreprises, j'aime bien les entreprises, hein, je travaille en entreprise aussi, mais
Alors, puis qu'est-ce qu'on appelle une entreprise, hein, entre la multinationale et puis le plombier qui a 10 personnes, c'est pas tout à fait le même objet. Mais les entreprises, ce sont des organisations qui sont là pour optimiser sous contrainte, quoi, on va dire. Hein. Elles peuvent essayer d'avoir une mission pour recruter les jeunes talents, les retenir, etc. Mais à la fin, voilà, il y a des règles du jeu, il y a des clients, enfin des fournisseurs et puis des employés. On essaye de gérer tout ça. Donc pour moi, c'est les règles du jeu qui doivent bouger. Et donc c'est forcément de l'action politique. Alors il y a un levier réglementaire. Ça peut fâcher un petit peu, mais voilà, c'est de dire, il y a des trucs qu'on peut les autoriser, d'autres les interdire, voilà, je ne sais pas. Donc là, vous pouvez réfléchir. Alors ça, on va dire c'est très liberticide. Bah ouais, c'est liberticide, bien sûr, c'est cool, les liberticides. Depuis le XVIIIe siècle, on sait que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et que, oui, on vit déjà dans une société liberticide. Moi, j'ai pas le droit de circuler en char d'assaut dans Paris. C'est interdit, ça abîme les pavés, tout ça. J'ai pas autorisation. Pourtant, j'ai les moyens de me payer un char d'assaut. D'occasion, bien sûr, un vieil AMX-30 de l'armée française, ils sont mis au rebut. J'ai pas le droit. Mais c'est hyper liberticide, c'est une atteinte à ma liberté de me déplacer comme je veux, non ? Donc en fait, on peut tout à fait réfléchir à faire évoluer nos normes là-dessus. Et alors évidemment, si vous dites j'interdis les data centers en France, vous n'allez rien régler parce qu'évidemment, ils vont partir dans d'autres pays. Donc évidemment, il faut manier ce levier réglementaire avec subtilité. Autre levier, c'est la fiscalité. Tout à l'heure, on disait pourquoi est-ce qu'on ne répare pas les aspirateurs ? Parce que si vous allez chez votre dealer d'aspirateurs avec vos aspirateurs en panne, on va vous dire quoi ? Dire, mon bon monsieur, ma bonne dame, mais rien que de l'ouvrir et de vous faire le devis, ça va vous coûter le prix du neuf. Et en plus, je ne vous garantirai pas la réparation. Pourquoi est-ce que le fait juste d'ouvrir et d'avoir quelqu'un qui bosse, ça va coûter le prix du neuf ? Parce qu'on a mis l'intégralité de la fiscalité, de notre protection sociale, les retraites, etc., protection chômage, assurance maladie, on l'a mis sur le travail humain et pas sur les ressources et pas sur l'énergie. Donc à chaque fois qu'on peut remplacer du travail humain, et c'est vrai pour vous aussi avec ChatGPT, etc., chaque fois qu'on peut remplacer du travail humain et le remplacer par de l'énergie et des ressources, on le fait. Parce que l'énergie et les ressources ne valent rien. Donc il faut quelque part basculer probablement, ou progressivement, je ne sais pas comment, c'est pas à moi de faire tourner les logiciels de macroéconomie de Bercy, mais basculer d'une fiscalité sur le travail humain pour alléger le prix du travail humain et le repasser sur les ressources et sur l'énergie. Voilà. Et puis il y a d'autres possibilités qui sont des questions de subventions, qui sont des questions de prescription, les achats publics. Voilà, on peut imaginer d'avoir plein de choses. Demain, d'avoir, je ne sais pas, en de tirer des filières par le fait de mettre des choses dans les cahiers des charges des achats publics. Voilà. Donc toute une série d'actions imaginables. Technodiscernement, taxer plutôt les ressources et l'énergie versus le travail humain. Plein d'idées. Et donc, du coup, pour finir sur une petite note optimiste, on va y arriver ou... J'en sais rien. Non, parce que, en fait, la note optimiste, c'est de dire qu'en fait, on a tous les moyens techniques, organisationnels, humains, financiers pour changer. Le problème, c'est comment on change. Mais on a les moyens. Et d'un point de vue même purement technique, en fait, on en a sous le pied. Le gâchis est hallucinant. Pour reprendre la question de l'impact environnemental du numérique, du système numérique globalement, si on empilait tous les leviers que j'ai un peu mentionnés tout à l'heure, c'est de changer moins souvent les ordinateurs, les smartphones, de plus les réparer, de réfléchir à nos usages de la vidéo, au format des vidéos, évidemment. Enfin, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi maintenant les formats des vidéos dépassent en nombre de pixels, en nombre de couleurs, en nombre d'images par seconde les capacités de l'œil et du cerveau humain. Donc, je piche pas à quoi ça sert, à moins que vous regardiez tous vos trucs sur des écrans de la taille derrière. Mais donc voilà, on pourrait réfléchir à ça. Les usages de mobilité, qu'est-ce qui doit être les datas qu'on échange en mobilité, les datas qu'on échange, qu'on pourrait câbler en fait. Voilà, il y a une époque, on se branchait, on se câblait chez soi ou au bureau. L'éco-conception des logiciels, l'éco-conception des pages web, avoir un réseau mutualisé d'accès, etc. Si on empilait tout ça, on pourrait réduire par un facteur 100, et je suis vraiment tranquille en disant 100, l'impact environnemental du numérique dont on parlait tout à l'heure. C'est en fait techniquement hyper simple. Le problème, c'est que économiquement, ça heurte des modèles, évidemment, et puis qu'il y a des habitudes et qu'il y a des questions presque de dilemme du prisonnier. C'est le premier qui bouge dans une logique compétitive. Évidemment, il faudrait que tout le secteur bouge en même temps ou pas. Donc voilà, l'optimisme, c'est ça, c'est qu'en fait, d'un point de vue technique, c'est hyper facile en fait. Voilà. Et la question, c'est juste comment est-ce qu'on arrive à embarquer ça dans une logique économique, sociale, philosophique et culturelle.
Merci beaucoup, Philippe. Merci.